Je suis rentré de l'hôpital, excité à l'idée d'annoncer la nouvelle à mon mari que j'étais enfin enceinte. Mais quand j'ai ouvert la porte, ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Mon mari au lit avec ma meilleure amie. Il riait. Jusqu'à ce qu'il voie ce que j'avais dans la main. Leur sourire s'est figé. Le papier dans ma main était encore chaud de l'imprimante de l'hôpital. Après 2 ans d'aiguilles, d'hormones et de larmes, enfin. Enfin, ces mots magnifiques. Grossesse confirmée. 8 semaines. Mes mains tremblaient en rentrant à la maison. Des larmes coulaient sur mon visage. Des larmes de joie. Le genre que j'avais oublié existait. Je n'arrêtais pas de toucher mon ventre au feu rouge, chuchotant à la petite vie qui grandissait en moi. Papa va être si heureux. On a tellement essayé pour toi, petit bout. La maison était silencieuse quand je me suis garé dans notre allée sur Berkshire Avenue. La BMW de Parker était là, garée de travers comme toujours. Il devait être rentré plus tôt du travail. Parfait. Je ne pouvais pas attendre une seconde de plus pour lui dire. J'ai pratiquement volé à travers la porte d'entrée, mes talons claquant sur l'entrée en marbre qu'il avait insisté pour que nous ayons. Parker, chérie, où es-tu? J'ai la nouvelle la plus incroyable. Pas de réponse. Le salon était vide. Sa mallette gisait abandonnée sur la table basse, des papiers en sortant. Étrange. Parker était méticuleux avec ses documents de travail. Puis je l'ai entendu. Un son qui n'avait pas sa place dans ma maison. Un gémissement. Doux, féminin, venant de l'étage. Mon estomac s'est noué. Non, j'étais paranoïaque. Les traitements de fertilité m'avaient rendu émotive, irrationnelle. Parker le disait toujours. Ce n'était probablement rien. Peut-être qu'il regardait la télé dans la chambre. Mais les télés ne gloussent pas comme ça. Chaque marche de l'escalier me semblait être une traversée de sable mouvant. Mes jambes étaient de plomb, ma poitrine serrée. La porte de la chambre principale était ouverte. Les lits toujours faits de ce matin, quand j'avais soigneusement arrangé les oreillers comme Parker les aimait. La porte de la salle de bain était entr'ouverte, de la vapeur s'échappant comme la fumée de la gueule d'un dragon. Je pouvais entendre la douche couler. Et des voix, 2 voix. Mon Dieu, ça m'a manqué. La voix de Parker, rauque et haletante. Elle sera à l'hôpital pendant des heures. Pauvre Marjorie. Elle pense encore que ses vitamines vont lui donner un bébé. Ce gloussement à nouveau. Je connaissais ce gloussement. Stacy, ma meilleure amie depuis l'université. La femme qui m'avait tenu la main à chaque test de grossesse négatif. Qui avait pleuré avec moi quand le premier cycle de FIV n'avait pas fonctionné. Qui m'avait promis que tout irait bien. Mes jambes ne voulaient plus bouger. Je suis resté figé dans le couloir. Mon corps refusant de traiter ce que mes oreilles entendaient. Les papiers de grossesse froissés dans ma main. Le bruit de froissement perdu sous le jet de la douche. Encore 3 mois et on pourra arrêter de faire semblant, a dit Stacy. Je commence déjà à montrer. Les gens vont commencer à poser des questions. Laisse-les poser des questions, a grogné Parker. Une fois le divorce finalisé, ils sauront de toute façon. Mon Dieu, tu es belle. Mon bébé te va bien. Son bébé sur elle. La pièce a tourné. Je me suis agrippé au cadre de la porte pour ne pas tomber. 2 ans. 2 ans d'injections, de traitements hormonaux qui me rendaient malade, de prises de poids qui faisaient que Parker me regardait avec dégoût. 2 ans où il me tenait pendant que je sanglotais sur des tests négatifs, me chuchotant que nous continuerions à essayer, que notre bébé viendrait quand le moment serait venu. Les vitamines, c'était génial, a Stacy. Elle les prend si religieusement. Pauvre chose, elle pense vraiment qu'elle est cassée. Elle est cassée, a dit Parker, et j'ai entendu le sourire cruel dans sa voix. Juste pas comme elle le pense. Cassée dans la tête, peut-être, de penser que je voudrais des enfants avec elle. Elle est devenue si grosse avec les traitements. Dégueulasse. Pas comme toi, chérie. Toi, tu es parfaite. Je me suis mordu les lèvres si fort que j'ai goûté le sang. Ma main libre est allée sur mon ventre, vers la petite vie dont il ne savait rien. Le miracle qui s'est produit malgré leur cruauté. Quand vas-tu le lui dire, a demandé Stacy. Après que tu auras eu le bébé. Je veux que le divorce soit propre. Elle a payé toutes les factures, pensant qu'elle contribuait alors qu'elle ne peut pas me donner d'enfant.
la maison est à mon nom. Elle n'aura rien. Et puis nous pourrons être ensemble. Vraiment? Ensemble? Pour toujours. Chérie, toi, moi et notre fils. Fils. Il savait que c'était un garçon. Ils étaient allés au rendez-vous ensemble. Pendant que j'allais seul à mes traitements, Parker avait été avec elle, lui tenant la main pendant les échographies, entendant le battement de cœur de leur bébé. La douche s'est arrêtée. Je suis resté là encore 5 minutes. 5 minutes qui ont semblé 5 heures. 5 minutes où ma vieille vie est morte et où quelque chose d'autre est né. Pas seulement le bébé en moi, mais quelque chose de plus sombre. Quelque chose avec des dents. Finalement, j'ai poussé la porte. Ils étaient enroulés dans mes serviettes. Les blanches, chères, de notre lune de miel en Grèce. L'eau goûtait de leur corps sur le sol en marbre que j'avais choisi lors de la rénovation. Les mains de Parker étaient sur sa taille de femme enceinte. D'environ 5 mois. Elle rayonnait d'une manière que je n'avais jamais eue. Ils se sont tous les deux tournés pour me regarder. J'attendais le choc, la recherche d'excuses, les fausses excuses. Au lieu de cela, Stacy a eu un sourire en coin. Ses lèvres, gonflées d'avoir embrassé mon mari, se sont courbées en un sourire qui m'a glacé le sang. Le visage de Parker n'était pas coupable. Il était agacé, comme si j'étais un démarcheur téléphonique interrompant le dîner. Pourquoi? Le mot est sorti brisé, pathétique. Pourquoi me fais-tu ça? Stacy a vraiment ri. Elle a jeté la tête en arrière et a ri comme si j'avais raconté la blague la plus drôle du monde. Oh, Marjorie, douce, stupide, pathétique Marjorie. Tu étais censé être à l'hôpital pour encore 2 heures, a dit Parker, comme si le problème était mon timing, pas leur trahison. Ma main serrait toujours les résultats de grossesse. Je les ai brandis avec des doigts tremblants. Je suis enceinte. Le silence a duré 3 secondes. Puis ils ont éclaté de rire. Pas un rire nerveux ou choqué, mais un rire profond, à s'entordre le ventre. Parker a dû se tenir au comptoir. Stacy a essuyé des larmes de ses yeux, tout son corps secoué de gaieté. Tu es enceinte, a haleté Parker entre 2 rires. C'est impossible. Le test l'a confirmé. 8 semaines. Ma voix était petite, perdue sous leur amusement cruel. Tu ne sais pas ce que tu t'infliges, a dit Parker, son rire se transformant en quelque chose de plus méchant. Tu ferais mieux d'aller trouver le père de ce bâtard. Quoi? La pièce a basculé. Parker, c'est le tien. Nous avons essayé. Nous n'avons rien fait du tout, a-t-il grondé. Je te donne des vitamines depuis 6 mois. Des vitamines, Marjorie. Pas des médicaments pour la fertilité. Alors, celui qui t'a mise enceinte, ce n'est pas moi. Stacy s'est avancée, la main sur son ventre arrondi. Tu es si bête. Tu ne sais pas que Parker a échangé tes médicaments de FIV contre des vitamines. C'est moi qui porte son vrai enfant, son seul enfant. La cruauté de la chose était artistique. Chaque matin pendant 6 mois, Parker m'avait tendu des pilules avec du jus d'orange, m'avait embrassé sur le front, m'avait dit, cette fois, ça marchera, chérie. Il m'avait frotté le dos quand les pilules placebo me faisaient croire que j'avais des effets secondaires. Il m'avait tenu quand je pleurais sur mon corps brisé. Tu n'étais là que pour payer les factures, a dit Parker, sa main se déplaçant sur le ventre de Stacy avec une tendresse qu'il ne m'avait jamais montrée. Pas pour porter un enfant bâtard. Ils sont passés devant moi comme si j'étais un meuble. L'épaule de Stacy a délibérément heurté la mienne. Parker n'a même pas regardé en arrière. Ils m'ont laissé debout dans la salle de bain, l'eau formant une flaque à mes pieds, mon reflet dans le miroir montrant une femme que je ne reconnaissais pas. Des yeux creux, une peau pâle, des mains qui ne cessaient de trembler. Je suis resté là pendant 1 heure, peut-être 2. Le temps n'avait plus de sens. Puis je l'ai senti. Un battement dans mon ventre, si doux que j'aurais pu l'imaginer. Mon bébé miracle. Celui qui ne devrait pas exister mais qui existait. Et à ce moment-là, quelque chose s'est cristallisé dans mon esprit. Il pensait que j'étais faible. Il pensait que j'étais stupide. Il pensait que je m'effondrerais et disparaîtrais. Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de réveiller. Avant de continuer, dites-nous dans les commentaires d'où dans le monde vous nous regardez. Nous adorons voir jusqu'où notre famille de vengeurs s'étend. Et si vous êtes nouveau ici, cliquez sur « S'abonner ».
Votre soutien nous aide à découvrir et à partager encore plus d'histoires stupéfiantes de trahison, de vengeance et de justice. Maintenant, revenons à l'histoire. Je n'ai pas pleuré. C'est ce qui m'a le plus surprise alors que j'étais assise dans la cuisine après leur départ. Parker s'était habillé et était parti avec Stacy, sans même prendre la peine de trouver une excuse. Sa voiture était garée à 2 rues de là. Il faisait ça depuis des mois, et j'avais été trop aveugle pour le voir. La maison semblait différente maintenant. Empoisonnée. Chaque surface portait un souvenir qui était probablement un mensonge. Le comptoir de la cuisine où Parker m'avait demandé en mariage. Était-il déjà en train d'envoyer des textos à quelqu'un d'autre? Le canapé où nous avions passé d'innombrables nuits à planifier notre future famille. Rien de moi-même alors? Mon téléphone a vibré. Un texto de Stacy. Fais tes valises. Parker enverra les papiers du divorce. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. L'audace de la chose m'a fait trembler les mains, mais pas de tristesse. De rage, une rage pure et cristallisée qui ressemblait à un pouvoir parcourant mes veines. Un autre texto. La maison est au nom de Parker de toute façon. Tu n'as aucun droit dessus. C'est là qu'il se trompait. La maison était à nos deux noms. Je le savais parce que je m'étais occupé de toute la paperasse. Parker ne pouvait pas s'embêter avec des détails ennuyeux. Il signait juste là où je lui disais de signer. En fait, Parker ne pouvait s'embêter avec la plupart des choses, les factures, les impôts, les assurances, les investissements, tout ça, c'était moi. Il gagnait l'argent, ou du moins il le prétendait, et je m'occupais de tout le reste. Je connaissais chaque mot de passe, chaque numéro de compte, chaque détail financier de notre vie. Je savais aussi des choses que Parker pensait secrètes, comme les comptes offshore qu'il avait ouverts pour cacher de l'argent au fisc. J'avais trouvé les relevés il y a des mois en organisant son bureau. À l'époque, je m'étais convaincu que c'était à des fins fiscales, des failles légales que les riches utilisaient, comme le détournement de fonds de son entreprise. Il s'était enivré à la fête de Noël de son bureau et s'était vanté auprès de moi de la façon dont il écrémait les comptes des clients. Ils sont si riches qu'ils ne le remarquent même pas, avait-il ri. J'avais été horrifié, mais je n'avais rien dit. Les épouses ne témoignent pas contre leur mari, n'est-ce pas? Comme l'héritage de son frère Nathan que Parker avait volé grâce à de faux documents. Nathan, le doux Nathan, qui avait toujours été gentil avec moi, qui avait été déshérité du testament de leur grand-mère par la manipulation de Parker. Je me suis assise à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire des listes. Pas des listes émotionnelles sur mes sentiments ou mon cœur brisé. Des listes stratégiques, actifs, mots de passe, preuves, faiblesses. Parker se croyait si intelligent, mais il avait commis une erreur cruciale. Il m'avait sous-estimé. Pendant des années, j'avais été invisible pour lui. Juste la femme un peu ronde qui ne pouvait pas lui donner de bébé, mais les gens invisibles voient tout, et j'observais depuis très longtemps. Mon téléphone a sonné. Parker, tu dois être parti d'ici demain, a-t-il dit sans préambule. Non. Excuse-moi. Non, Parker. C'est aussi ma maison. Mon nom est sur l'acte de propriété. C'est une formalité technique. C'est la loi. Si tu veux que je parte, tu devras m'expulser légalement. Ça prend du temps. Des mois, généralement. Espèce de petite. J'ai raccroché. Puis j'ai bloqué son numéro. Il pouvait communiquer par l'intermédiaire d'avocats comme une personne civilisée. Le bébé a de nouveau bougé, plus fort cette fois. J'ai posé ma main sur mon ventre. Ne t'inquiète pas, petit bout. Maman va s'occuper de tout. Le plan prend forme. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai dit que je travaillais. D'abord, j'ai sécurisé les preuves. Capture d'écran des comptes offshore de Parker. Photo des documents qu'il avait cachés dans son coffre-fort de bureau. Oui, je connaissais la combinaison. Il avait utilisé la date de notre mariage, se croyant romantique. Enregistrement des conversations que j'avais secrètement enregistrées il y a des mois, lorsque son comportement était devenu erratique, juste au cas où. Deuxièmement, je me suis protégé. J'ai ouvert de nouveaux comptes bancaires à mon nom uniquement, transférant la moitié de nos économies communes. Légalement, c'était mon droit. J'ai également transféré le dépôt de mon salaire sur le nouveau compte. Parker le découvrirait un jour, mais pas immédiatement.
Il ne vérifiait jamais les comptes. C'était mon travail. Troisièmement, j'ai fait des recherches. Les réseaux sociaux de Stacy racontaient une histoire qu'elle n'avait probablement pas l'intention de partager. Des photos d'il y a 5 mois dans un bar, clairement ivre. Des publications sur le fait de se sentir malade le matin, à partir d'il y a 4 mois. Une publication supprimait mes mises en cache sur « la plus grosse erreur de ma vie », il y a 6 mois. Elle était enceinte avant de commencer à coucher avec Parker. La chronologie était claire si on savait où chercher. Je me suis demandé si Parker le savait. Probablement pas. Il voyait ce qu'il voulait voir, et ce qu'il voulait, c'était me faire du mal. Stacy lui avait donné l'arme parfaite. Mais Stacy avait son propre agenda. Son crédit était détruit. J'ai trouvé des dossiers de faillite datant de 2 ans. Elle avait été expulsée de son dernier appartement pour non-paiement. Sa voiture était sur le point d'être saisie. Elle avait besoin d'un sauveur. Et Parker, avec sa richesse et sa stabilité perçue, était parfait. Sauf que Parker n'était pas aussi riche qu'il le prétendait. La maison était hypothéquée jusqu'au cou. Sa BMW était en leasing. La seule raison pour laquelle nous semblions riches, c'est que je gérais méticuleusement nos finances, déshabillant Pierre pour habiller Paul, faisant en sorte que tout fonctionne. Sans moi, le château de cartes de Parker s'effondrerait en quelques mois, peut-être quelques semaines. J'ai souri pour la première fois depuis que je les avais trouvés. Ce n'était pas un joli sourire. L'avocat. Le lendemain matin, je me suis rendu au bureau de Crawford, Peton et Associés. Reynolds Crawford s'était occupé de la succession de mon père et, plus important encore, il me devait une faveur. J'avais aidé sa fille à entrer à l'académie d'Exeter en faisant jouer une relation. Marjorie, a dit Reynolds, en regardant la pile de preuves que j'avais apportée. C'est complet. J'ai eu toute la nuit pour me préparer. Ton mari est un idiot. Bientôt ex-mari. Reynolds a souri comme un requin sentant le sang. Que veux-tu obtenir de tout ça? Tout, ai-je dit simplement. Je veux tout ce qu'il a, tout ce qu'il aime, tout ce qu'il pense lui être dû. Je veux qu'il se retrouve avec rien d'autre que les vêtements qu'il a sur le dos et la certitude que c'est moi qui ai tout pris. C'est agressif. Il m'empoisonne depuis 6 mois, Reynolds, en échangeant mes médicaments de fertilité contre des vitamines pendant que sa maîtresse porte son enfant. Ce n'est pas seulement cruel, c'est une agression, une coercition reproductive. Et ça, c'est avant même d'aborder le détournement de fonds, la fraude fiscale et le vol de son frère. Les yeux de Reynolds ont brillé. Tu as raison. On peut l'enterrer. Mais Marjorie, es-tu prête à affronter la laideur de cette situation? J'ai pensé aux mains de Parker sur le ventre de femme enceinte de Stacy. La tendresse qu'il ne m'avait jamais montrée. Le rire quand j'avais annoncé ma grossesse. Laisse la situation devenir laide, ai-je dit. Je veux qu'il souffre. Et la maîtresse? Stacy a ses propres problèmes. Je m'occuperai d'elle séparément. Tu as bien réfléchi à tout ça. J'ai eu des années pour réfléchir, Reynolds. Je ne savais juste pas que je le pensais jusqu'à hier soir. Il a hoché la tête lentement. D'accord, nous déposerons la requête immédiatement. Je demanderai une ordonnance d'urgence pour geler les actifs afin qu'ils ne puissent pas cacher d'argent. Avec ce que tu m'as montré, nous pouvons monter un dossier solide pour un divorce pour faute, ce qui signifie de meilleures conditions de règlement pour toi. Et les accusations criminelles. Ça dépend du procureur. Mais avec ces preuves, je dirais que la prison fédérale est une réelle possibilité. Bien. Qu'il y pourrisse. Il y a encore une chose, ai-je dit, en posant ma main sur mon ventre. Je suis enceinte. 8 semaines. Les sourcils de Reynolds se sont levés. De lui? La chronologie ne colle pas s'il me donne des vitamines depuis 6 mois. Mais légalement, tout enfant né pendant le mariage est présumé être celui du mari, sauf preuve du contraire. Il demandera un test de paternité. Qu'il le fasse. D'ici là, le divorce sera finalisé et il sera en détention fédérale. Le bébé est à moi, Reynolds. Juste à moi. Le dénouement commence. Parker est rentré ce soir-là en rage. J'ai entendu sa BMW crisser dans l'allée, la portière claquer. Il avait été assigné à comparaître pour le divorce à son bureau, devant ses collègues. Reynolds s'en était assuré. Marjorie. A-t-il rugi en entrant en trombe dans la maison.
J'étais assise calmement dans le salon, sirotant une tisane à la menthe poivrée. Bonne pour les nausées matinales, bien que les miennes surviennent le soir. Oui. Espèce de salope. Tu m'as fait t'assigner au travail. Langage, Parker. Tu sais que je n'aime pas les grossièretés. Son visage était violet de rage. Tu te crois intelligente? Tu crois que tu peux me faire tomber? Je vais te détruire. Tu n'es rien sans moi. Tu es une grosse vache stérile qui en fait. Je suis enceinte, tu te souviens? Bien que tu sembles convaincu que ce n'est pas le tien, ce qui est intéressant. Comment le saurais-tu, à moins d'avoir saboté nos tentatives de concevoir? Il s'est arrêté net. Ce n'est pas. Je n'ai jamais dit. Tu as dit que tu me donnais des vitamines depuis 6 mois. Je l'ai enregistré. En fait, savais-tu que l'Illinois est un État à consentement unilatéral pour les enregistrements? Je peux enregistrer toute conversation dont je fais partie. Tu nous as enregistrés? Je t'enregistre depuis des mois, Parker. Chaque mot cruel, chaque aveu d'ivresse, chaque menace. Il s'est alors jeté sur moi. J'étais prête, m'écartant alors qu'il trébuchait sur la table basse. Je ne ferai pas ça, ai-je dit calmement. Les voisins regardent. Je leur ai dit que j'avais peur que tu deviennes violent quand on te signifierait le divorce. Madame Beckett a accent grave côté à son téléphone prêt à appeler le 911. Parker a regardé par la fenêtre. Effectivement, Madame Beckett était sur son porche, téléphone à la main, nous regardant directement. Tu les as retournés contre moi. Je leur ai dit la vérité. Que tu as une liaison avec ma meilleure amie. Qu'elle est enceinte. Que tu es émotionnellement abusive depuis des années. Ils ont tiré leurs propres conclusions. Sors de ma maison. Notre maison. Et non, je vis ici. Tu es libre de partir si tu n'es pas à l'aise. Je vais te rendre la vie impossible. Tu l'as déjà fait. La différence, c'est que maintenant, je te rends l'appareil. Il est sorti en trombe, claquant la porte si fort qu'un tableau est tombé du mur. Notre photo de mariage. Je l'ai laissé là. Le verre brisé sur le sol. Cela semblait approprié. L'erreur de Stacy. 3 jours plus tard, Stacy a commis sa première erreur. Elle s'est présentée chez moi pendant que Parker était au travail, utilisant la clé de rechange que je lui avais donnée il y a des mois. J'ai regardé depuis l'application de la caméra de sécurité sur mon téléphone alors qu'elle entrait. Elle est allée directement à ma boîte à bijoux. Je m'y attendais. Les actifs de Parker étaient gelés, ce qui signifiait qu'il ne pouvait pas payer son appartement ou lui donner de l'argent. Elle était désespérée. Les gens désespérés font des choses stupides. Je l'ai laissé prendre quelques pièces. Rien qui ne m'importait, mais assez de valeur pour constituer un vol qualifié. Puis j'ai appelé la police. Quelqu'un est dans ma maison, ai-je dit, laissant la peur s'insinuer dans ma voix. Je regarde sur ma caméra de sécurité. On me vole. La police est arrivée en quelques minutes, surprenant Stacy avec mes bijoux dans son sac. Marjorie, a-t-elle crié alors qu'il la menottait. Dis-leur que tu me les as donnés. Je ne sais pas de quoi tu parles, ai-je dit, les yeux grands ouverts d'une fausse innocence. Pourquoi te donnerais-je les bijoux de ma grand-mère? Espèce de vipère. Tu m'as piégé. Madame, vous allez devoir vous calmer, a dit l'officier. Elle couche avec mon mari, a crié Stacy. Elle est juste jalouse. Les officiers m'ont regardé, puis le ventre très enceinte de Stacy, puis de nouveau moi. Elle a une liaison avec mon mari, ai-je dit doucement. Les larmes que j'avais gardées pour ce moment coulant sur mes joues. Elle est enceinte de son enfant. Je viens de le découvrir. Et maintenant, elle me vole aussi. La sympathie des officiers a été immédiate. Pauvre épouse lésée, trahie par son mari et sa meilleure amie. Maintenant volée par eux aussi. Stacy a été arrêtée. Parker a dû payer sa caution en utilisant de l'argent qu'il n'avait pas. Les accusations tiendraient. J'avais des preuves vidéo. Elle aurait un casier judiciaire. Bonne chance pour trouver un travail avec ça. Nathan m'a appelé une semaine après que les papiers du divorce aient été signifiés. Marjorie, j'ai entendu parler de toi et Parker. Je suis vraiment désolé. Merci, Nathan. Je sais que vous ne vous parlez plus beaucoup. Pas depuis. Il a fait une pause.
Pas depuis la mort de grand-mère. Nathan, puis-je te demander quelque chose? Le testament de ta grand-mère t'a-t-il semblé étrange? Silence. Puis, pourquoi demandes-tu ça? J'ai trouvé des documents. Je pense. Je pense que Parker a peut-être falsifié certaines choses. Je ne suis pas sûr. Mais si tu voulais y jeter un œil. Quel genre de document? Je lui ai tout envoyé. L'original que j'avais trouvé caché dans le coffre-fort de Parker, la version falsifiée qui avait été déposée. Les relevés bancaires montrant que Parker avait reçu tout l'héritage. Des photos de Parker s'entraînant à imiter la signature de leur grand-mère. L'appel de retour de Nathan a été immédiat. Ce fils de salaud. Il a tout volé. 3 millions de dollars, Marjorie. Il m'a volé 3 millions de dollars. Je suis vraiment désolé, Nathan. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. Tu ne pouvais pas savoir. Pas étonnant qu'il m'ait coupé les ponts. Il savait que je finirais par le découvrir. Que vas-tu faire? Je vais l'enterrer. Légalement parlant. J'ai plus de preuves si tu en as besoin. Parker n'était pas très prudent pour cacher les choses. Envoie-moi tout. Je l'ai fait. Des dossiers financiers, des enregistrements, des photographies, des années de crimes de Parker, méticuleusement documentés par sa femme invisible. 2 semaines après avoir signifié les papiers du divorce, le FBI s'est présenté au bureau de Parker. Quelqu'un avait signalé une activité financière suspecte. Plusieurs personnes, en fait, son frère, sa femme, un tuyau anonyme qui aurait pu provenir de l'avocat de sa femme. Parker a été arrêté à son bureau, devant tout le monde. Menotté et escorté à travers le bureau qu'il avait dirigé comme un roi. Les accusations étaient nombreuses, détournement de fonds, fraude fiscale, fraude électronique, faux et usage de faux. La procureure fédérale, une femme nommée Catherine Sharp, m'a dit qu'ils avaient assez de preuves pour le mettre en prison pour 20 ans minimum. Vos preuves ont été très utiles, a-t-elle dit, assise en face de moi dans le bureau de mon avocat. Très complète. Je suis soucieuse du détail, ai-je dit modestement. Je dois demander, étiez-vous au courant de ces crimes pendant qu'ils étaient commis? Je soupçonnais quelques irrégularités financières, ai-je dit prudemment. Reynolds m'avait préparé à cela. Mais Parker gérait toutes nos finances. Il disait que c'était trop compliqué pour que je comprenne. J'ai seulement commencé à regarder les choses quand j'ai découvert sa liaison. Je voulais savoir ce qu'il cachait d'autre. Elle a hoché la tête. Vous n'êtes pas sous le coup d'une enquête, Madame Dominique. Vous êtes un témoin. Un témoin très précieux. Tout ce qui peut t'aider, ai-je dit. Je veux juste que la vérité éclate. Avec ses actifs gelés et ses frais de justice qui s'accumulaient, Parker ne pouvait pas payer l'appartement de Stacy. Elle a été expulsée en 1 mois. Sa voiture a été saisie la même semaine. Elle a essayé d'emménager avec Parker, mais il logeait chez un ami qui ne l'acceptait pas. J'ai observé de loin leur relation imploser. Sans argent, Parker n'avait rien à offrir à Stacy. Sans le soutien de Parker, Stacy n'avait nulle part où aller. Elle m'a appelé en pleurant un soir. Marjorie, s'il te plaît. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. J'ai besoin d'aide. Quel genre d'aide? Je suis enceinte de 6 mois et sans abri. Mes parents ne me parlent plus. Parker ne répond pas à mes appels. S'il te plaît, tu étais ma meilleure amie. Était, ai-je dit, au passé. Tu as mis fin à cette amitié quand tu as couché avec mon mari. Ça ne devait pas se passer comme ça. Comment ça devait se passer, Stacy? Dis-moi. Je suis curieuse de ton grand plan. Elle a sangloté plus fort. Parker a dit qu'il m'aimait. Qu'il te quitterait. Qu'on aurait une famille ensemble. Et tu l'as cru. L'homme qui mentait à sa femme tous les jours. Tu pensais qu'il serait honnête avec toi. Je l'aimais. Non, tu aimais son argent, sa stabilité, la vie qu'il pensait pouvoir te donner. Comment ça marche maintenant? Tu es cruel. J'ai appris des meilleurs. Toi et Parker m'avez appris exactement à quel point les gens peuvent être cruels envers quelqu'un qui les aime. Le bébé est innocent dans tout ça. L'est-il? Est-ce même celui de Parker? Silence. Un silence trop long. Si, a-t-elle dit finalement. Mais la protestation était faible.
Quand es-tu vraiment tombée enceinte, Stacy? D'après mes calculs, tu étais déjà enceinte quand tu as commencé à coucher avec Parker. Qui est le père? Kevin, ce barman que tu voyais. Comment sais-tu? Je fais attention. Contrairement à toi et Parker, j'écoute vraiment quand les gens parlent. Tu m'as parlé de Kevin toi-même. Ivre à ma fête d'anniversaire. Tu te souviens, tu as dit qu'il était incroyable au lit mais terrible avec l'argent. Plus de sanglots. Fais un test de paternité, ai-je dit. Si c'est vraiment celui de Parker, il devra payer une pension alimentaire. De la prison, certes, mais l'État saisira son salaire quand il sortira dans 20 ans. 20 ans? Oh, tu n'as pas entendu? Les accusations s'accumulent. Il s'avère que Parker était impliqué dans d'autres choses. Des choses laides. Le genre de choses qui font passer le détournement de fonds pour un simple délit. Quel genre de choses? Le genre qui implique d'anciens partenaires commerciaux morts dans de mystérieux accidents. Mais je suis sûr que tu ne savais rien de tout ça. Tout comme tu ne savais rien sur le fait qu'il échangeait mes médicaments de fertilité. Je ne savais pas qu'il allait en prison pour meurtre. Non, je suppose que non. Pas de chance, Stacy. Tu as toujours eu un goût terrible pour les hommes. J'ai raccroché et bloqué son numéro. Elle avait fait ses choix. Maintenant, elle pouvait vivre avec. Un mois après le début de l'enquête fédérale, ils ont trouvé quelque chose que je ne savais même pas. 2 des anciens partenaires commerciaux de Parker étaient morts au cours des 3 dernières années. Un dans un accident de voiture. Les freins ont lâché. Un d'une crise cardiaque causée par une interaction médicamenteuse que personne n'a pu expliquer. Tous 2 avaient menacé de révéler le détournement de fonds de Parker. Le FBI a trouvé des emails, des paiements à des individus suspects, un historique de recherche qui incluait des poisons indétectables et comment faire passer un accident de voiture pour réel. Parker le voleur est devenu Parker le meurtrier présumé. Je me suis assise dans le bureau de Catherine Sharp alors qu'elle expliquait les nouvelles accusations. Nous pensons que votre mari a organisé la mort de Thomas Morrison et de Dal Landry. Ma main est allée sur mon ventre, maintenant légèrement visible sous mon pull ample. Il a tué des gens? Présumément, mais les preuves sont solides. Madame Dominique, avez-vous déjà craint pour votre sécurité? J'ai pensé à toutes les fois où Parker m'avait attrapé trop fort, laissé des bleus sur mes bras, les fois où il avait jeté des objets près de moi, mais pas sur moi. La lente escalade de la violence que je documentais depuis des mois. Oui, surtout après avoir découvert la liaison. Il était si en colère quand j'ai demandé le divorce. Nous aimerions vous offrir une protection rapprochée. Est-ce nécessaire? Votre mari a présumément tué 2 personnes qui menaçaient sa liberté. Vous êtes le témoin principal dans plusieurs affaires contre lui. Oui, je dirais que c'est nécessaire. J'ai accepté. Ils m'ont déménagé dans une maison en 24 heures. Une belle, en fait. 2 chambres, bon quartier, système de sécurité. Mieux que de rester dans la maison où chaque pièce contenait des souvenirs empoisonnés. J'ai regardé l'audience de Parker aux informations. Il avait l'air hagard, mal rasé, portant une combinaison orange qui rendait sa peau blafarde. L'homme confiant et cruel qui avait ri de ma grossesse avait disparu. C'était une coquille brisée. Le juge a refusé la caution. Risque de fuite, ont-ils dit. Danger pour les témoins. Son avocat a essayé d'argumenter, mais les preuves étaient accablantes. Le détournement de fonds seul aurait suffi, mais les accusations de meurtre. Parker était fini. Je n'ai rien ressenti. Pas de satisfaction, pas de tristesse, juste un vide creux où mon amour pour lui vivait autrefois. Cette nuit-là, le bébé a donné un coup de pied pour la première fois. Un vrai coup de pied, pas seulement des frémissements. J'étais enceinte de 6 mois maintenant, ronde et radieuse d'une manière que je n'avais jamais été avec les traitements de fertilité. Cette grossesse était différente. Bonjour, petit bout, ai-je murmuré. Ne t'inquiète pas de tout ce bazar. Maman s'occupe de tout. Stacy a eu le bébé 2 semaines plus tard. Un garçon. Selon l'annonce que j'ai vue sur les réseaux sociaux, aucun père n'était mentionné, aucun Parker n'était là pour la naissance. Elle a exigé un test de paternité par l'intermédiaire de son avocat. Parker, depuis sa prison, avait accepté. Il était si sûr que c'était son fils, son héritage. Les résultats sont revenus négatifs.
Parker n'était pas le père. Kevin, le barman, l'était. J'ai entendu dire que Parker avait dû être sédaté quand il l'a appris. Crise psychotique complète, criant qu'il avait été trompé, que tout le monde le trahissait. Ils l'ont mis sous surveillance anti-suicide. Stacy a essayé de contacter Kevin, mais il avait déménagé en Californie avec sa nouvelle petite amie. Ne voulait rien avoir à faire avec Stacy ou le bébé. Elle était seule, vraiment seule, avec un enfant qu'elle s'était convaincue serait son gagne-pain. Ma fille est née un matin de décembre enneigé. Césarienne d'urgence. Elle était prématurée mais forte. 6 livres de fureur et de détermination, criant son arrivée au monde. Je l'ai appelée Victoria. Cela semblait approprié. Nathan était là. Le doux Nathan, qui était devenu mon ami à travers tout cela. Il m'a tenu la main pendant l'opération, car je n'avais personne d'autre. Elle est magnifique, a-t-il dit, les larmes aux yeux en la tenant pour la première fois. Elle te ressemble comme 2 gouttes d'eau. Elle ne ressemblait pas du tout à Parker. Cheveux noirs comme les miens, mon nez, mon menton têtu. Plus tard, le test de paternité que Parker a exigé de sa cellule confirmerait ce que je savais déjà. Elle n'était pas de lui. Cette nuit d'ivresse lors d'une conférence médicale il y a 8 mois. Un étranger dont je n'ai jamais su le nom. Un moment de faiblesse qui est devenu ma plus grande force. Victoria était à moi. Uniquement à moi. Libérée de la génétique empoisonnée de Parker. Libérée de son héritage de cruauté et de crime. Votre ex est un idiot, a dit l'infirmière en m'aidant à allaiter pour la première fois. De vous avoir laissé partir. Il ne m'a pas laissé partir, ai-je corrigé. Je me suis échappé. Le procès de Parker a commencé quand Victoria avait 3 mois. J'ai témoigné pendant 3 jours, détaillant des années d'abus émotionnels, de manipulation financière et de coercition reproductive. J'ai apporté des reçus, littéraux et figuratifs, chaque texto cruel, chaque message vocal menaçant, chaque preuve que j'avais collectée pendant des mois de souffrance invisible. Il m'a dit que je ne valais rien, ai-je dit depuis la barre des témoins, Victoria dormant dans les bras de Nathan dans la galerie, que j'étais grosse et inutile, que mon seul but était de payer les factures et de lui donner des enfants. Quand je ne pouvais pas tomber enceinte, il m'a blâmé, m'a fait me sentir brisé, tout en sabotant secrètement nos tentatives. Objection, a dit l'avocat de Parker. Spéculation. J'ai les flacons de vitamines, ai-je dit calmement. Testés par un laboratoire indépendant. C'étaient des pilules de sucre, des placebos. Pendant 6 mois, mon mari m'a regardé pleurer sur mon infertilité alors qu'il la provoquait activement. Le jury avait l'air dégoûté. Plusieurs femmes pleuraient. Et puis j'ai découvert la liaison, ai-je continué. Ma meilleure amie, enceinte de ce qu'il prétendait être son enfant. Ils ont ri de moi, ont traité mon bébé de bâtard. Comment vous êtes-vous senti, a demandé la procureure. Libre, ai-je dit, surprenant tout le monde. Pour la première fois depuis des années, je me suis senti libre, car je l'ai enfin vu pour ce qu'il était vraiment. Pas mon mari, pas mon partenaire, mais mon ennemi. Et on peut combattre les ennemis. On peut les vaincre. Parker a essayé de croiser mon regard depuis le banc des accusés. J'ai regardé droit à travers lui. Il n'existait plus pour moi. Coupable de tous les chefs d'accusation. 25 ans à la perpétuité pour les meurtres. 20 autres pour détournement de fonds et fraude. Peine à purger consécutivement. Parker mourait en prison. Il s'est effondré lorsque le verdict a été lu. Il a dû être évacué par les huissiers. La dernière fois que je l'ai vu, il sanglotait, appelant mon nom, me suppliant de l'aider. Je suis sorti du palais de justice avec Victoria dans mes bras et je n'ai pas regardé en arrière. J'ai croisé Stacy 1 an plus tard dans une épicerie. Elle travaillait à la caisse, son fils à la garderie. Elle avait vieilli de 10 ans en 1 an. Des racines grises apparentes, l'uniforme flottant sur son corps trop mince, la défaite sur chaque ligne de son visage. Elle m'a vu avant que je ne la voie. J'aurais pu aller à une autre caisse, mais je ne l'ai pas fait. Je voulais qu'elle voie ce qu'elle avait perdu. Victoria était dans son porte-bébé, babillant joyeusement. J'étais bien habillé. Le règlement du divorce avait été généreux, et le frère de Parker, Nathan, s'était assuré que je sois prise en charge financièrement. J'avais l'air bien, en bonne santé, heureuse. Sac papier ou plastique, a demandé Stacy, sans croiser mon regard. Plastique, c'est bien.
Elle a scanné mes articles en silence. De la nourriture pour bébé bio, des légumes frais, le café cher que je ne pouvais jamais me permettre quand j'étais avec Parker. Elle est belle, a dit Stacy en regardant enfin Victoria. Oui, elle l'est. Je suis désolé, Marjorie, pour tout. J'ai été stupide et égoïste. Oui, tu l'as été. Elle a tressailli. Je l'aimais. Non, tu ne l'aimais pas. Tu aimais ce que tu pensais qu'il pouvait te donner, et il aimait me faire du mal à travers toi. Aucun de vous deux ne savait ce qu'était l'amour. Me détestes-tu? J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Non. Te détester signifierait que tu comptes encore pour moi. Ce n'est pas le cas. Elle a fini de mettre mes courses dans le sac. Bonne journée, a-t-elle dit automatiquement. Je le ferai, ai-je dit. Je le fais. Chaque jour sans toi et Parker est une bonne journée. Je l'ai laissé là, à sa caisse, dans son uniforme en polyester, vivant la vie qu'elle avait méritée. Victoria a maintenant 5 ans. Brillante, féroce, pleine de lumière. Elle pose parfois des questions sur son père. Je lui dis la vérité. C'était quelqu'un que j'ai rencontré une fois. Quelqu'un qui m'a fait le plus grand des cadeaux sans le savoir. Elle accepte cela avec la sagesse facile des enfants. Nathan passe tous les dimanches. Il n'est pas son père, mais c'est l'oncle qu'elle a choisi. Il lui apprend les échecs, lui lit des histoires, l'aime farouchement. Parfois, je le surprends à me regarder avec quelque chose de plus que de l'amitié dans les yeux. Mais nous savons tous les deux que nous ne sommes pas prêts. Peut-être un jour, peut-être jamais. Pour l'instant, cela suffit. Parker écrit des lettres de prison. Je les brûle sans les ouvrir dans la cheminée pendant que Victoria dort. Reynolds, mon avocat, me dit que Parker a trouvé la religion, prétend qu'il a changé, veut le pardon. Il peut demander ça à Dieu, dis-je à Reynolds. Dieu l'écoutera peut-être. Moi, non. La maison de Berkshire Avenue a été vendue il y a des années. Nous vivons maintenant dans un autre état, une petite ville où personne ne connaît notre histoire. Victoria va dans une bonne école. Je travaille à domicile comme consultante financière. Il s'avère que toutes ces années à gérer le chaos de Parker m'ont rendu très doué pour gérer l'argent. Parfois, je cherche Stacy sur Google. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle vivait avec sa sœur dans l'Ohio, travaillant en double service dans un entrepôt. Son fils aurait 5 ans maintenant aussi. Je me demande si elle lui parle de son père. Je me demande si elle lui parle un jour de la femme qu'elle a trahie pour l'avoir. Mais la plupart du temps, je ne pense pas du tout à elle. La fête du 5e anniversaire de Victoria était petite mais parfaite. Quelques amis de l'école, Nathan, ma voisine Madame Yosha, qui était devenue comme une grand-mère pour Victoria. Des ballons roses, un gâteau licorne, plus de cadeaux que n'importe quel enfant n'en a besoin. Fais un vœu, ma chérie, ai-je dit alors qu'elle soufflait ses bougies. Plus tard, après que tout le monde soit parti et que Victoria se soit endormie, entourée de nouveaux jouets, je me suis retrouvé debout à sa fenêtre, regardant les étoiles. Nathan est venu à côté de moi, silencieux comme toujours. Tu l'as fait, a-t-il dit doucement. Fait quoi? Survécu, prospéré, construit quelque chose de beau à partir des cendres. J'ai eu de la chance. Non, a-t-il dit fermement. La chance n'a rien à voir avec ça. Tu as été stratégique, patiente, brillante. Tu as pris 2 personnes qui ont essayé de te détruire et tu les as détruites à la place. Légalement, a-t-il ajouté avec un petit sourire. Éthiquement, même. Tu as juste révélé qui ils étaient vraiment. Parfois, je me demande si je suis allé trop loin. Vraiment? J'ai pensé à Parker dans sa cellule, vieillissant seul. À Stacy luttant pour élever un enfant qu'elle avait conçu par la tromperie. Aux années que j'avais passées à penser que j'étais sans valeur, brisé, indigne d'être aimé. Non, ai-je admis. Je ne le pense pas, bien. Ils ont fait leur choix. Tu t'es juste assuré qu'il y ait des conséquences. Victoria s'est agitée dans son lit, marmonnant quelque chose sur les licornes. Nathan et moi nous sommes tous les deux tournés pour la regarder. Ce petit miracle qui existait malgré tout. Elle va être redoutable, a dit Nathan. Elle l'est déjà, comme sa mère. Sa mère a appris à la dure. J'espère qu'elle n'aura jamais à le faire. Nathan a serré doucement mon épaule. Elle n'aura pas à le faire.
Tu t'en assureras. Une lettre que je n'ai pas brûlée. Elle ne venait pas de Parker, mais de Stacy, transmise par Reynolds un mois après l'anniversaire de Victoria. Marjorie, je sais que tu jetteras probablement ceci sans le lire, mais je dois l'écrire quand même. Tu avais raison sur tout. Kevin n'était pas seulement le père de mon fils. C'était le troisième type avec qui je couchais en disant à Parker que le bébé était de lui. Je croulais sous les dettes, sur le point d'être sans abri, et j'ai vu Parker comme ma bouée de sauvetage. Je me suis convaincu que je l'aimais parce que j'avais besoin de l'aimer. J'avais besoin qu'il me sauve. Je savais pour les vitamines. C'est moi qui l'ai suggéré. Je lui ai dit que ce serait plus gentil qu'un divorce, que tu finirais par abandonner et partir de toi-même. Je l'ai poussé à être plus cruel, à te briser plus vite. Chaque fois que tu me pleurais ton infertilité, je lui rapportais tout, l'aidant à retourner le couteau dans la plaie. Je ne demande pas pardon. Je ne le mérite pas. Je voulais juste que tu saches que chaque jour, je vis avec ce que j'ai fait. Mon fils me demande des nouvelles de son père et je dois lui dire, papa ne voulait pas de nous. Je travaille 16 heures par jour et je ne peux toujours pas me permettre la vie que j'ai jetée. Je vois ton visage chaque fois que je ferme les yeux. Pas la femme brisée dans la salle de bain, mais la forte dans la salle d'audience qui s'est levée et a dit la vérité. Tu as gagné, non pas parce que tu nous as détruits, mais parce que tu nous as survécu. Tu as construit une vie à partir de l'épave que nous avons essayé de te laisser. Tu es devenu tout ce que nous disions que tu ne pouvais pas être. Parker pensait que tu étais faible parce que tu étais silencieuse. Je pensais que tu étais stupide parce que tu étais gentille. Nous avions tous les deux tort. Tu étais une guerrière en attente et nous étions des idiots qui ont réveillé le dragon. J'espère que Victoria ne saura jamais ce que sa mère a traversé. J'espère qu'elle grandira entourée de l'amour que nous avons essayé de te voler. J'espère qu'elle héritera de ta force mais n'aura jamais besoin de l'utiliser comme tu l'as fait. Ne me pardonne pas. Je ne me pardonne pas. Mais merci de m'avoir appris la leçon la plus dure de ma vie. Que lorsque l'on détruit le bonheur de quelqu'un d'autre pour construire le sien, on se retrouve avec rien d'autre que des ruines. Stacy. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai classé. Non par sentimentalisme, mais comme preuve. Preuve que j'avais eu raison. Preuve que ma cruauté avait été justice. Preuve que parfois la vengeance n'est pas une question de colère. C'est une question d'équilibre. L'univers exige l'équilibre. Parker et Stacy avaient tellement fait pencher la balance contre moi que le retour de bâton était inévitable. Je l'ai juste un peu aidé. L'appel est arrivé un mardi. Reynolds, sa voix prudente et professionnelle. Parker est mort. Je n'ai rien ressenti. Puis un léger soulagement, comme de fermer enfin une porte qui claquait au vent. Comment? Rix en prison. Apparemment, il devait de l'argent aux mauvaises personnes. Dette de jeu, bien sûr. Parker a toujours pensé qu'il était plus intelligent que tout le monde. Cette arrogance l'a suivi en prison et l'a finalement rattrapé. L'État le crématisera à moins que la famille ne réclame le corps. Je ne suis pas la famille. Nous sommes divorcés depuis des années. Nathan a refusé. Vous êtes toujours inscrite comme contact d'urgence. Alors laissez l'État s'en occuper. Marjorie, il est mort pour moi depuis 5 ans, Reynolds. Ceci ne fait que le rendre officiel. J'ai raccroché et je suis retourné faire le déjeuner de Victoria. Du beurre de cacahuète et de la gelée coupée en triangles comme elle aimait. Des tranches de pommes. Un mot dans sa boîte à lunch disant « Maman t'aime ». Des choses de mère normale. Les choses que je pensais ne jamais pouvoir faire quand je me tenais dans cette salle de bain, croyant que je ne valais rien. Parker était mort. L'homme qui avait essayé de me briser, qui avait ri de ma douleur, qui avait traité ma fille de bâtarde avant même qu'elle ne soit née, parti. J'ai attendu de ressentir quelque chose. De la tristesse peut-être, pour l'homme que j'avais autrefois aimé. Ou de la satisfaction qu'il ait souffert. Ou de la colère qu'il ait échappé au poids total de sa sentence. Que je me sentais libre. Complètement, enfin libre. La dernière chaîne à ma vieille vie avait été coupée. Ce soir-là, j'ai dit à Nathan. Il a proposé de rester, pensant que je pourrais être bouleversé. Je vais bien, ai-je dit, et je le pensais. En fait, je vais mieux que bien. C'est comme un livre que je n'aimais pas qui s'est enfin terminé et que je peux maintenant mettre sur l'étagère et ne plus jamais y penser. C'est froid, Marjorie. Laisse-le.
Il a essayé de me détruire. Il a empoisonné mon corps, mon esprit, mon estime de moi. Il m'a fait croire que j'étais brisé. Il a ri quand je lui ai dit que j'étais enceinte. Le froid serait de célébrer sa mort. Je suis juste indifférente. Et Stacy? Qu'en est-il d'elle? Vas-tu le lui dire? Elle le saura ou non. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas mon problème. Victoria est entrée en courant dans la pièce, couverte de peinture à doigts de son projet d'art, et la conversation s'est terminée. Ma fille avait besoin d'un bain, puis d'un dîner, puis d'histoire. La vraie vie, la bonne vie, la vie que j'avais construite à partir des ruines. La mort de Parker n'était qu'une note de bas de page. La vraie histoire avait continué sans lui depuis des années. Nathan a fait sa demande en mariage le jour du 6e anniversaire de Victoria. Pas à la fête, il n'était pas si indélicat. Plus tard, après que tout le monde soit rentré et que Victoria se soit endormie, il m'a trouvé sur le porche, regardant les lucioles. J'ai attendu, a-t-il dit simplement. Attendu que tu guérisses, que tu sois prête à faire de nouveau confiance. Mais j'ai réalisé quelque chose. Tu es déjà guérie. Tu es déjà prête. Tu fais déjà confiance. Tu te fais juste confiance à toi-même maintenant, pas aux autres. Et c'est parfait. La bague avait appartenu à sa grand-mère. La même grand-mère que Parker avait volée. Nathan avait récupéré une partie de l'héritage grâce au procès. Mais plus important encore, il avait récupéré des héritages familiaux que Parker avait cachés. Elle aurait dû revenir à la femme de Parker, a dit Nathan. Elle va à la bonne personne, juste 5 ans en retard. J'ai dit oui. Non pas parce que j'avais besoin de lui, mais parce que je le voulais. Il y a une différence, et elle compte. Nous nous sommes mariés dans notre jardin, juste en famille et avec des amis proches. Victoria était la demoiselle d'honneur, si sérieuse dans sa robe rose, jetant des pétales de rose avec une précision mathématique. Elle avait commencé à appeler Nathan, papa, des mois auparavant, naturellement, sans que personne ne le lui demande. Pendant la réception, Madame Beckett de notre ancien quartier m'a prise à part. Elle avait conduit 3 heures pour être là. Je me souviens de cette nuit, a-t-elle dit, où cet homme horrible vous criait dessus. J'avais mon téléphone prêt à appeler la police. Je me souviens. Merci. Je ne vous l'ai jamais dit, mais j'ai quitté mon premier mari il y a 30 ans. Il était comme le vôtre. Cruel, infidèle. Mais je n'avais pas votre force. J'ai juste fui. Vous êtes resté et vous vous êtes battu. Je le devais. J'avais Victoria à l'esprit. Non, a-t-elle dit fermement. Vous vous êtes battu avant de savoir pour elle. Vous vous êtes battu au moment où vous êtes entré dans cette salle de bain et que vous ne vous êtes pas effondré. C'est ce que vous êtes, une combattante. Ce bébé vous a juste donné une raison de gagner. Alors que Nathan et moi dansions ce soir-là, Victoria tournant en cercle à proximité, j'ai pensé à quel point ce mariage était différent du premier. Avec Parker, il s'agissait d'apparence. Le lieu parfait, la robe de créateur, la liste d'invités impressionnante. Avec Nathan, il s'agissait de joie. Une joie simple et honnête. Pas de regret? A demandé Nathan, lisant mon humeur contemplative. Aucun. Chaque chose terrible qui est arrivée m'a mené ici. Je ne changerai pas un seul instant. Même la douleur. Surtout la douleur. Elle m'a appris que j'étais plus forte que je ne le savais. Stacy est apparue 3 jours après le mariage. Je ne sais pas comment elle nous a trouvés. Nous avions été prudents quant à notre vie privée, mais elle était là, debout à ma porte, l'air d'avoir 60 ans à 35. Félicitations, a-t-elle dit, la voix rauque à cause des cigarettes que je pouvais sentir sur ses vêtements. Que veux-tu, Stacy? Te voir. Voir que tu es réel. Je pense parfois que je t'ai rêvé. Cette femme dans la salle d'audience qui nous a tous détruits avec juste la vérité. Je n'ai détruit personne. Vous l'avez fait vous-même. Son fils était dans la voiture, le visage pressé contre la vitre. Le même âge que Victoria. Une vie entièrement différente. Est-elle à la maison? Victoria? Non. C'était un mensonge. Victoria était à l'étage avec Nathan en train de faire des puzzles. Mais Stacy ne méritait pas de la voir, de la connaître, d'exister dans le même espace que l'innocence de ma fille. J'ai entendu parler de Parker, a-t-elle dit.
D'accord. Ressens-tu quelque chose? Du soulagement qu'il ne pourra plus jamais contacter Victoria. Au-delà de ça, non. Je l'aimais, a-t-elle dit. Et pour la première fois, j'ai pensé qu'elle disait peut-être la vérité. C'était toxique et mauvais et construit sur des mensonges, mais je l'aimais. Alors je suis désolé pour ta perte. Elle a ri, amère et brisée. Tu n'es désolé de rien. Tu as gagné. Tu as tout eu. Je me suis libéré, ai-je corrigé. Ensuite, j'ai tout construit. Il y a une différence. Je te déteste, a-t-elle dit doucement. Je te déteste d'avoir eu raison, d'être forte, d'avoir survécu à ce que nous t'avons fait. C'est bien. Ta haine ne me touche plus. Rien de toi ne me touche. Elle est restée là un instant de plus. Ce fantôme d'une autre vie, puis est retourné à sa voiture. Son fils m'a fait un signe de la main alors qu'il partait. J'ai répondu. Il était innocent dans tout ça. Un autre enfant né de la tromperie qui devrait trouver son propre chemin vers la vérité. Victoria est descendue après leur départ. C'était qui, maman? Personne d'important, ma chérie. Juste quelqu'un d'il y a longtemps. Avant papa. Avant tout ce qui est bien, ai-je dit en la serrant dans mes bras. Avant toi. Avant papa. Avant que notre vraie vie ne commence. Était-elle méchante avec toi? Les enfants voient tout. Même quand on pense les protéger. Autrefois. Oui. Mais plus maintenant. Elle ne peut plus être méchante avec moi parce que je ne la laisse pas faire. Bien, a dit Victoria avec férocité. Personne n'a le droit d'être méchant avec ma maman. C'est vrai, mon bébé. Personne. J'écris ceci 10 ans après ce jour dans la salle de bain. Victoria a 13 ans maintenant. Tout en jambes, en opinion et en un feu brillant. Elle connaît toute l'histoire. Des versions adaptées à son âge que j'ai partagées au fur et à mesure qu'elle grandissait. Elle sait que son père biologique était un étranger, que l'homme qui a essayé de la réclamer était un monstre, que la femme qui était censée être ma meilleure amie était tout sauf ça. Elle sait aussi que Nathan est son vrai père à tous égards. Que la famille n'est pas une question de sang, mais de choix. Que la force ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à la façon dont on se relève. Parker est mort depuis 7 ans. Stacy a disparu après cette dernière visite. J'ai entendu dire qu'elle était retournée dans sa ville natale, qu'elle vivait avec ses parents, qu'elle travaillait à la quincaillerie de son père. Son fils aurait 13 ans aussi. J'espère qu'il est heureux. J'espère qu'il ne ressemble en rien à l'homme que sa mère a essayé de faire passer pour son père. Nathan et moi avons eu 2 autres enfants, des jumeaux, des garçons, conçus naturellement sans une seule vitamine ou pilule. L'ironie ne m'échappe pas. Le corps que Parker m'avait convaincu était brisé fonctionne très bien. Ce n'était jamais mon corps le problème. Parfois, de jeunes femmes me contactent. Elles ont entendu mon histoire d'une manière ou d'une autre. Internet n'oublie jamais et elles veulent savoir comment j'ai fait, comment j'ai survécu, comment je me suis défendu, comment j'ai gagné. Je leur dis la vérité. Je n'ai pas gagné parce que j'étais spécial. J'ai gagné parce que j'ai été patiente. Parce que j'ai tout documenté, parce que j'ai utilisé leur arrogance contre eux, parce que j'ai refusé d'être la victime qu'ils m'avaient désignée. Mais surtout, j'ai gagné parce que j'ai compris une vérité simple. Les gens qui vous trahiront une fois trahiront tout le monde un jour ou l'autre. Parker a trahi son frère, son entreprise, ses partenaires. Bien sûr, il m'a trahi. Stacy a trahi son mari, sa meilleure amie, même Parker à la fin. La trahison, c'était ce qu'ils étaient. Je me suis juste assuré que tout le monde le voit aussi. La salle de bain de notre nouvelle maison est peinte en jaune. Le choix de Victoria. Jaune soleil, comme elle l'appelle. Pas d'ombre, pas de vapeur, pas de secret. Nathan chante sous la douche, faux. Les jumeaux éclaboussent de l'eau partout. Victoria met une éternité à se coiffer. C'est le chaos. Un chaos magnifique, normal, aimant. Le son d'une vraie famille, pas la performance que Parker et moi avions mise en scène. Parfois, je me tiens à la porte de cette salle de bain jaune et je me souviens d'une autre salle de bain, d'une autre vie, d'une autre femme qui se croyait brisée. J'ai envie de remonter le temps et de lui dire, tu n'es pas brisé. Tu n'es pas sans valeur. Tu es sur le point de devenir magnifique. Mais elle ne me croirait pas. Elle a dû l'apprendre elle-même,
par la douleur, la planification et la patience. Elle a dû se transformer de victime en vainqueur, d'invisible en indéniable. Elle a dû devenir moi. Et cette transformation, cette évolution de la femme qui s'est figée dans une embrasure de porte à la femme qui a fait tomber un empire de mensonges, ce n'était pas de la vengeance. C'était de la justice. Et la justice, contrairement à la vengeance, ne vous laisse pas vide. Elle vous remplit de la satisfaction tranquille de savoir que vous n'avez pas seulement survécu. Vous avez prévalu. Vous n'avez pas seulement enduré, vous avez évolué. Vous n'avez pas seulement exposé la vérité, vous l'êtes devenu. Mon nom est Marjorie Collins maintenant. J'ai gardé mon nom de jeune fille quand j'ai épousé Nathan, ayant besoin de quelque chose qui n'appartenait qu'à moi. Je suis une mère, une épouse, une consultante financière, une survivante. Je prépare des déjeuners scolaires, j'assiste aux réunions de l'association parents-enseignants et j'aide aux devoirs. Je suis visible de toutes les bonnes manières maintenant, vu par des gens qui me valorisent vraiment. Parker est mort en pensant qu'il avait gagné quelque chose en me faisant sentir sans valeur. Stacy vit en sachant qu'elle a tout perdu en me croyant telle. Ils avaient tous les deux tort. Je n'ai jamais été sans valeur. J'attendais. Et quand mon moment est venu, quand l'univers m'a donné la chance de rééquilibrer la balance, je n'ai pas hésité. Je n'ai pas pardonné. Je n'ai pas oublié. Je les ai détruits avec leurs propres armes. Mensonges, trahison, cupidité. J'ai utilisé leur cruauté comme preuve, leur arrogance comme opportunité, leur mépris de moi comme le camouflage parfait. Ils ont traité ma fille de bâtarde. Maintenant, elle est une élève d'honneur. Ils ont dit que j'étais trop grosse et stupide pour compter. Maintenant, je dirige une société de conseil prospère. Ils ont ri de ma douleur. Maintenant, ils sont la chute de leur propre blague. Parker est mort. Stacy est brisée. Et moi, je suis exactement celle que j'ai toujours été censée être, juste avec plus de cicatrices et de meilleures limites. Je suis la preuve que les silencieux sont dangereux. Que les gentils ont des limites, que les invisibles voient tout. Je suis Marjorie Collins et je ne suis la victime de personne. Plus maintenant. Plus jamais.